Alors, du coup, on va passer sur la table ronde. Donc, c'est une table ronde qu'on a intitulée Les décideurs du sport connecté, puisque vous avez ici 3 personnes qui sont expertes dans leur domaine d'expertise. Enfin, tout va bien. Qui sont expertes dans leur domaine, point. Et aussi qui ont une particularité, c'est que les 3 personnes ici ils ont tous monté leur entreprise. Donc ils ont aussi la composante entrepreneuriat dans leur parcours. Donc du coup, pour ouvrir cette table ronde, est-ce que chacun, vous pouvez en dire plus sur votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à la position que vous occupez actuellement et à votre métier. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en ligne également. Donc je me présente, Hugo Hurtado, j'ai une trentaine d'années. Je suis entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans maintenant et j'ai travaillé dans le même écosystème justement que Jérôme dans le spatial, principalement avec le CNES où j'avais créé une première société en 2013 où je contribuais à la valorisation de technologies. C'est-à-dire que certaines technologies, tout comme Jérôme, on les avait utilisées et sorties du placard, si je peux me permettre l'expression, tout simplement pour les rendre commercialisables. Donc c'est quelque chose qui m'avait, à mon âge, pour le coup, plutôt bien appris l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc c'était quelque chose d'assez fou, justement pour une personne qui avait 21, 22, 23 ans, de pouvoir entreprendre dans ces écosystèmes-là, parce qu'on parle quand même de grands acteurs de la recherche. On parle du CNES, on parle de l'Agence spatiale européenne, on parle du CNRS. Et pour ma part, je m'adressais non pas forcément à des clubs de sport, mais plutôt à des mutuelles et des assurances, justement, pour cibler leurs adhérents. Donc la relation avec l'entrepreneuriat, je l'ai depuis pas mal d'années. Cette société, je l'ai revendue en 2017 pour en recréer une qui malheureusement n'a pas fonctionné. Donc j'ai quitté fin 2018. Donc on pourra aussi peut-être parler des notions d'échec, parce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas forcément que des réussites. Et en fin 2019, j'ai voulu me lancer dans un écosystème que je ne maîtrisais pas du tout sur un plan professionnel, qui était l'écosystème du jeu vidéo. Et donc avec sa composante compétitive qu'est l'e-sport. Et j'ai eu la chance d'être nommé directeur de l'agence e-sport donc en janvier 2020, et c'est le rôle que j'ai depuis maintenant 2 ans, mais j'en parlerai peut-être un peu plus précisément tout à l'heure. Bonjour à tous, moi c'est Vincent Bott, je suis consultant et j'accompagne les clubs dans leur transformation depuis une quinzaine d'années. Et notamment aussi dans leur transformation digitale, parce qu'il faut savoir que le digital, c'est comment dire, un facteur macro-environnemental qui a bousculé les organisations sportives, mais qui a transformé le monde les 20 dernières années. Donc il y a un impact social qui est très important dans les organisations sportives. Et donc moi, j'accompagne cette transition-là. J'accompagne aussi la transformation économique des organisations sportives. Je suis consultant auprès de nombreux clubs dans le cadre du dispositif local d'accompagnement, qui est un financement public qui est mis à disposition des clubs, donc amateurs. Savoir qu'il y a 41 000 clubs amateurs en France, qu'on est sur une typologie de gouvernance avec des dirigeants bénévoles, forcément, qui sont vite rattrapés par le quotidien. Et on voit que aujourd'hui, le numérique leur a permis justement de transformer leur organisation, de simplifier certains process aussi, parce que le bénévole aussi est en déclin. Donc on cherche des nouvelles formes d'organisation. Et donc de nombreuses applications qui ont vu le jour justement facilitent aussi cette organisation-là. Il répond à des besoins qui sont fondamentaux, des besoins. Donc à côté, moi j'ai une étiquette d'expert basketball, parce que c'est vrai que je suis très impliqué dans le basket de haut niveau. Donc j'accompagne des clubs professionnels, en tout cas des équipes professionnelles, et j'accompagne les clubs dans leur professionnalisation.
Et à côté, je fais beaucoup d'analyses data dans le basket. Je suis en train de créer un data blog justement avec des indicateurs de performance, mais pas sportive, mais surtout des indicateurs de performance économique dans les clubs. Et je suis ambassadeur pour un CRM pour les clubs professionnels. Donc il y a ce phénomène aussi de CRM qui arrive enfin dans le monde du sport pro. Donc depuis quelques années. Il y a aussi mis à disposition des associations, je pense à SoConnect notamment. Donc voilà un peu mon univers, et j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter mon datablog lors d'une prochaine table ronde, et aussi de vous présenter la solution Sport Infinite, donc CRM pour les clubs pro. Voilà. Oui, donc rebonjour. Hein. Donc moi j'ai un parcours assez atypique, je pense, pour un start-upper, un jeune start-upper, puisque moi j'ai créé l'entreprise en 2017, donc à 54 ans. Après une bonne partie de ma carrière dans le domaine spatial. Hein. Donc moi je suis issu du domaine spatial, du CNES, hein, le Centre national d'études spatiales, où j'ai fait toute ma carrière, mais sur des postes très variés. Hein. J'ai même passé un peu plus de 3 ans en Guyane, à Kourou, et avec quand même un gros background technique en navigation par satellite, hein, sur les systèmes GPS, et puis l'équivalent européen qui s'appelle Galileo, alors qui me sert un petit peu dans Otakam, parce qu'on s'appuie, comme on l'a vu, beaucoup sur les données qui viennent des GPS, hein. Bon, même si c'est pas absolument indispensable d'avoir cette expertise, mais c'est un domaine que j'enseigne d'ailleurs toujours un petit peu, parce que je trouve que c'est sympa d'enseigner la navigation par satellite, donc je continue un petit peu toujours. Hein. J'étais pas là, il y a un mois dans le bâtiment d'à côté là, pour faire donner des cours à des Mexicains. Voilà. Et voilà. Et puis sur mon parcours, moi j'avais envie de faire un petit peu autre chose, envie d'entreprendre. J'avais eu l'occasion de faire un executive MBA dans le cadre de mon cursus au CNES, hein, il y a une bonne dizaine d'années. Et puis aussi, étant pratiquant cycliste, j'avais identifié qu'il y avait des choses, il y avait des choses à faire. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. En fait, dans le vélo, c'est un domaine qui est beaucoup moins scientifique que le spatial. Et voilà, dans le domaine aéronautique et dans le spatial, il y a un niveau scientifique vraiment de très très haut niveau, moins dans le vélo. Alors, comme on le disait tout à l'heure avec Frédéric, peut-être il y a des domaines dans le sport, peut-être sans doute l'automobile, où là c'est très pointu. Dans le vélo, quand même beaucoup moins. Et donc il y a encore, il y a plein de choses à faire. Et donc moi j'avais identifié qu'il y avait des choses intéressantes à faire, qui ont quand même pris du temps, hein, puisque depuis 2017, on a résolu les derniers problèmes hier. Hein, donc voilà. Mais c'est ce qui m'a un peu poussé, l'envie d'entreprendre, la passion quand même du domaine, hein, la passion du sport qui m'ont poussé vers la création de l'entreprise, et cette aventure depuis 2007 qui est loin d'être de tout repos. Quoi. Parfait. Donc effectivement, pour continuer sur ce thème de l'entrepreneuriat, est-ce que quand vous avez commencé vos activités, vous avez été aidé? Est-ce que vous avez eu des mentors? Et pourquoi être parti dans l'entrepreneuriat et pas dans le salariat, entre guillemets, ou dans une activité salariée, disons, plus classique actuellement dans notre société? C'est moi qui ai le micro, donc je vais répondre à ça. Moi, je me suis tout de suite initié au terrain pour pouvoir justement expérimenter. Après, moi j'ai particularité d'avoir fait mes gammes à l'école de l'ambassade des États-Unis, où j'ai pu développer une philosophie différente. Et donc du coup, je me suis confronté au terrain très tôt pour expérimenter, pour me planter aussi, pour mieux me corriger, et puis avoir une approche un peu plus adaptée à mes interlocuteurs. Il faut savoir que les dirigeants bénévoles des associations, par exemple, même à haut niveau, dans les clubs de haut niveau, sont confrontés à un modèle associatif qui commence à être rattrapé justement par les évolutions sociétales qu'il y a eu ces dernières années. Et donc, il a fallu que j'expérimente en fonction de mes collaborations, justement, mes méthodes d'accompagnement, et que je m'adapte
en permanence, tout en essayant de justement les accompagner sur les mécanismes de perception de la valeur. Donc ça peut faire peur, hein, des termes comme le marketing pour des bénévoles dans une association, ça peut faire peur, mais on rentre dans une réalité économique où justement il y a de moins en moins de sous dans les associations. Il faut commencer à créer de la valeur et à créer des fonds propres, et donc du coup ça a mis du temps, mais ça aboutit sur des résultats aujourd'hui qui sont concluants, donc voilà pour ma part. Alors, si je reviens sur la question, sur les mentors et sur entreprendre, comment j'ai entrepris ? J'ai entrepris à travers un challenge qu'avait monté d'ailleurs le CNES qui s'appelait Act in Space. Et du coup, j'ai découvert cet univers-là, non pas de l'entrepreneuriat, mais de l'intrapreneuriat. La volonté d'inclure des étudiants dans des projets dans le domaine spatial pour finalement potentiellement recruter des profils intéressants. C'était le schéma de la première initiative, et finalement ce schéma s'est transformé sur de développement, de valorisation justement que j'évoquais, c'est-à-dire d'externaliser tout ça et de créer des entreprises en entrepreneuriat. Donc je l'ai commencé comme ça. Je pense que j'ai eu la chance de débuter assez jeune, ce qui fait que j'étais encore dans le parcours scolaire, ce qui fait que j'étais pas très loin d'ici, à TBS, et TBS bénéficiait d'un incubateur propre à l'école. Donc j'ai proposé le projet que j'imaginais à l'incubateur, et là j'ai eu tout un panel d'accompagnants qui m'ont aidé à constituer le sujet, à mûrir aussi sur... parce que quand on est étudiant, on se dit oui, c'est bien d'être son propre patron et de faire sa société. Il y a beaucoup de choses dont on parle qui sont très compliquées dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on est tous d'accord. C'est passionnant, mais c'est très compliqué de l'être, et surtout d'arriver à un seuil de rentabilité qui fait qu'on peut fonctionner correctement. Donc j'ai été accompagné. Je pense notamment à certaines personnes, Stéphane Contrepoix, qui a été l'un des premiers à m'accompagner justement sur le développement de ma première société qui s'appelait StarTrack. Sans trop me tromper, je pense qu'il est président d'honneur ou cofondateur d'ailleurs de la mêlée numérique qui nous accueille aujourd'hui. Et j'en ai eu bien entendu durant tout mon parcours d'entrepreneuriat sur différents sujets. Sur la partie on va dire un peu plus jeux vidéo, ça a été Frédéric Rémy qui a été le distributeur exclusif de PlayStation en France pendant 15 ans à partir de 93. Donc voilà, c'est des profils comme ça que j'ai réussi par curiosité à approcher, à respecter. Et au final, je pense que de par le respect que je leur donnais, ils m'ont transmis ce respect-là et ils m'ont respecté à mon tour. Et c'est ce qui fait que depuis maintenant quelques années, j'ai un pool de mentors qui sont parfois entrepreneurs, parfois, je pense notamment à Sébastien Rouquette aussi, du CNES, qui a initié certaines technologies sur lesquelles travaille d'ailleurs Jérôme, avec lesquels depuis on s'est liés d'amitié au-delà d'un mentorat. Moi, je partage complètement. Je pense un point qui est important, parfois on entend le contraire, mais je crois que c'est faux, hein, c'est de dire que on a un écosystème à Toulouse et en France, hein, mais particulièrement à Toulouse, qui nous aide quand même bien. Il y a beaucoup de dispositifs qui permettent donc des subventions. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on a une subvention, c'est du 1 pour 1, hein, c'est-à-dire que si vous avez, on vous donne, mettons 5 000 €, il faut en mettre 5 000 de votre poche. Hein, mais c'est simple parce que ça évite de gaspiller l'argent, c'est-à-dire que vous y croyez. Hein, si vous mettez vous les 5 000, c'est que voilà, vous croyez vraiment. Voilà, mais on est quand même, donc il y a la région, BPI France, donc dans notre domaine, le CNES, l'Agence spatiale européenne qui aide. Il y a beaucoup de dispositifs qui peuvent nous aider. Un écosystème dont fait partie la mêlée. Hein, il y a beaucoup il y a beaucoup d'incubateurs hein, en région toulousaine. Vraiment un écosystème qui est quand même propice à bien aider. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça règle tout et que c'est simple derrière. Mais malgré tout, moi je trouve que l'écosystème est quand même top, quoi, quand même bien. Alors après, ils ne vont pas nous financer tout ce qu'on veut, hein, ce qui est normal, quoi. Hein, il faut, sinon, voilà. Mais moi, il me semble qu'on est quand même bien aidé en France et plus particulièrement à Toulouse. Même si à Toulouse, il y a un petit défaut, c'est que on est quand même très marqué par l'aéronautique et le spatial.
Donc moi, je suis souvent à Montpellier, hein, et à Montpellier, ils sont un peu plus start-up qu'à Toulouse, quoi. Parce qu'à Toulouse, bon, je vais prendre pour l'illustrer, hein, l'incubateur de la région refuse de faire du B2C. Hein, c'est que B2B, quoi. Alors le B2C, c'est compliqué, hein, je sais, on est dedans, donc c'est vraiment compliqué. Mais c'est quelque part, moi je trouve que c'est quand même dommage que de façon institutionnelle, on fasse que du B2B, quoi. Et ça, je pense, c'est bon, parce que certes, c'est plus compliqué le B2C, hein, il y a un risque supplémentaire, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est quand même, voilà. Mais parce qu'on a, je pense, en région toulousaine, on est un peu voilà, on est quand même très marqué de l'aéronautique et du spatial, où là, c'est clairement du B2B, quoi. Juste pour poursuivre sur cette notion d'entrepreneuriat, alors est-ce que vous pourriez me parler, chacun d'entre vous, de votre relation avec l'échec? Parce que je sais que en France, quand quelqu'un se plante, c'est l'équivalent d'être fouetté en place publique à peu près. Alors que dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, si vous montez une boîte et que vous vous plantez, les gens limite vous applaudissent en vous disant félicitations, vous êtes planté, c'est bon, vous avez passé ce point-là, la prochaine, ça marchera. Donc voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça évoque pour vous? Entreprendre, c'est génial et oui, on est bien accompagné, je pense, quand on choisit les bons acteurs et pour ça, il y en a des très très bons. Alors, l'échec. L'entrepreneuriat, il y en a beaucoup qui s'y lancent, il y en a beaucoup aussi qui échouent. Il y avait une statistique il y a quelques années que 9 startups sur 10 à peu près échoué. Je vais prendre l'exemple de ma seconde, parce que comme je vous avais dit, la première, j'ai réussi à la revendre. Pas avec une très très grosse valorisation, mais en tout cas, c'était une revente. La deuxième, je l'ai créée, j'ai injecté des sous dedans, on a eu différents actionnaires et investisseurs étrangers. Ça n'a pas fonctionné pour cause de conflits d'actionnaires et d'associés. J'ai perdu 50 000 € cash et 3 procès où j'ai perdu un peu plus de 27 000 € en suivant. Donc déjà, ça a un coût. Au-delà de ça, la notion d'échec, il faut considérer aussi qu'au-delà du pur numéraire, vous allez perdre du temps. C'est-à-dire que pendant les derniers 6 mois, on ne s'est pas rémunéré forcément parce qu'on était en difficulté financière et on s'est dit, bon, on va plutôt valoriser nos salariés avant même de nous valoriser nous. C'est important de valoriser ses collaborateurs, mais croyez-le bien, vos salariés, si jamais un jour vous coulez, ils vont vous en vouloir à vous, même si vous avez fait tous les efforts du monde pour valoriser leur salaire et les assurer. Ça, il faut en être conscient, vous serez toujours le méchant de l'histoire. Et je finirai aussi sur je vais fermer cette parenthèse un peu négative, mais qui, je pense, est importante. J'ai eu aussi un contre-pied, peut-être, de la plupart des entrepreneurs français. Tu l'as très bien dit, en général, en France, quand on échoue, on fait une stratégie qui est la stratégie de l'autruche. C'est-à-dire qu'on va essayer de se cacher, de ne pas l'expliquer à nos partenaires, à nos clients, aux acteurs avec lesquels on travaillait. Quand on a fait une liquidation judiciaire simplifiée, alors pour nous c'était relativement simple sur la deuxième société, j'ai eu le parti pris d'aller à la rencontre et d'écrire à l'ensemble, donc ça faisait quand même 1200 mails à écrire, on va dire le cercle de premier niveau et second niveau, je n'allais pas forcément au troisième. J'ai pris le temps d'écrire et d'expliquer pourquoi en fait la structure s'arrêtait. Donc c'était compliqué parce que je me suis dit, bon, ça ne va pas avoir une bonne réception parce que les gens vont perdre du temps à cause de nous. Parfois, certains vont perdre de l'argent et parfois des sommes assez importantes. Et au final, sur 1200 mails, j'ai eu 400 réponses. 400 réponses, des encouragements, des propositions d'emploi, des remerciements ou un simple mot. Vraiment aucun, que je me rappelle, aucun mot négatif ou aucun retour négatif. Ça, c'était le premier élément plutôt intéressant. Et le second élément, c'est que j'étais lauréat aussi de pas mal d'entités d'accompagnement, notamment l'Agence spatiale européenne par rapport au cursus BIC, également Pierre Fabre à travers divers acteurs, le réseau Entreprendre que certains d'entre vous peuvent peut-être connaître, où on est finalement soumis à des prêts d'honneur et des prêts personnels. Et en fait, alors, je suis pas basé, ma société était basée à Castres, de par un partenariat avec Pierre Fabre, donc j'étais lié avec le réseau Entreprendre de Castres.
enfin du Tarn. Et du coup, j'ai pris le contre-pied, je leur ai dit, écoutez, je me suis planté, à cause de moi, vous avez perdu 30 000 euros, mais est-ce que je peux prendre la parole lors de votre assemblée générale pour expliquer, je ne vais pas faire des excuses à tout le monde, mais en tout cas vous expliquer pourquoi j'ai échoué et pourquoi je vais rester dans l'écosystème pour essayer de faire que le profil que j'ai, qui a échoué, c'est vrai, mais derrière l'échec fait que vous apprenez, va derrière rebondir. Et ça a été excessivement bien accueilli. Donc du coup, je l'ai fait dans beaucoup d'écosystèmes. Et c'est ce qui fait qu'en moins d'1 an et demi, j'ai pu, pas non plus en grande facilité non plus, n'exagérant rien, mais rebondir et être accueilli à nouveau dans ces réseaux-là, dans lesquels j'évolue maintenant à travers l'agence depuis 2 ans et demi. Voilà. C'est assez costaud au niveau de l'échec, Hugo, donc difficile de passer derrière toi. Moi, c'est différent parce que moi, j'ai fait face à des clubs sportifs du coup que j'ai accompagnés, et donc c'est vrai que moi, je me suis souvent arrêté à la résistance culturelle, surtout du changement dans les organisations, et c'est toujours mon combat aujourd'hui, mais je le fais avec beaucoup plus de tact et d'habilité. Donc voilà, donc ça c'est souvent cette résistance culturelle qui sont les mots des associations aujourd'hui, et qui a parfois aussi été la résistance culturelle aussi au changement digital. Donc voilà, donc après on est sur une régénérescence des dirigeants dans les clubs aussi, le numérique l'a permis, et donc c'est vrai que ça simplifie aussi, ça bouge les lignes, ça simplifie leur compréhension des enjeux sociétaux, de leur positionnement. Mais on va dire qu'il y a 10 ans encore, moi j'avais une lecture très claire des changements qu'il y avait, mais encore une fois, on avait affaire à des bénévoles qui sont rattrapés par le quotidien, et qui ne sont pas forcément en phase avec le besoin. Et puis il faut savoir aussi que dans les clubs, il y a toujours un gouffre entre le besoin et la demande. On a besoin de ci, on a besoin de ça, mais on n'a pas les sous. Donc forcément, la demande ne se déclenche pas. Et donc ça a été vraiment pas les échecs, mais les contraintes, peut-être les obstacles que je rencontre encore aujourd'hui dans le mouvement sportif. Mais bon, peut-être qu'il y aura un héritage 2024, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un changement de mode de gouvernance ou de statut. Ça aussi, il y a des pistes de réflexion, notamment les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc peut-être un changement vraiment de statut aussi pour les clubs. Voilà, mais qui est plus orienté sur la création de valeur. Parce que c'est vraiment un défaut de typologie vraiment d'organisation en fait aujourd'hui qu'on a, voilà, où on peine à conduire l'efficience d'une organisation, et notamment la gestion de projet. Et voilà, les organisations peinent à exister aujourd'hui en dehors de leur club, en dehors de leur mur, et peinent à exister en dehors de leur gymnase pour pouvoir s'ancrer sur le territoire, pour pouvoir exister au-delà et vraiment être encore plus dans la relation avec les gens sur le territoire, créer des liens sociaux. Donc il faut pouvoir justement conduire vraiment des projets dans l'entrepreneuriat, mais au sein du mouvement sportif. Donc c'est l'avenir, ça met du temps, c'est dans les tuyaux, mais ça met du temps encore à émerger. Donc espérons que Paris 2024 puisse nous apporter cet héritage pour le mouvement sportif, parce que 41 000 clubs, ça peut créer de l'emploi, notamment je pense à les filières de management du sport qui forment des élèves et qui leur donnent à disposition des compétences. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des débouchés au sein du mouvement sportif, et vraiment avoir créé de la masse en termes d'emploi, notamment pour ces filières-là, ces filières de formation. Voilà. Donc voilà un peu moi ma position par rapport aux contraintes, par rapport aussi aux échecs que j'ai pu connaître. Évidemment, la passion fait qu'on se remet en question, on apprend, on ne voit pas ça comme un échec, on ne voit pas ça comme une défaite. Être entrepreneur, c'est aussi être performeur, c'est donner un sens à notre engagement. Et donc voilà, et donc on passe des fois par
par de profondes remises en question, des fois même du doute, où on dit on abandonne, mais on se fait vite rattraper par sa raison de vivre. Et donc voilà, ça fait 15 ans que je tiens et je continue. Donc voilà. Voilà en tout cas pour moi ce que j'ai à partager avec vous. Alors sur l'échec, donc nous on a créé la société il y a donc oui, on est 5 ans après et on n'a toujours pas amorcé le modèle économique. Donc c'est toujours pas un long fleuve tranquille. En fait, on avait un premier modèle. Alors ce qu'on a fait, si je reprenais le business plan de 2017, en fait le premier modèle n'a pas du tout fonctionné. On pensait, bon, il y a quelque chose que j'ai pas montré là, qui a eu des vertus parce que on a pu signer un partenariat avec la Fédération française de cyclisme. On a eu quelques contrats, on a fait des choses, on a capté une communauté de 8000 personnes. Donc ça, c'est super intéressant, mais on n'a pas gagné d'argent dessus du tout. Donc ça a été très compliqué. On a failli mettre la clé sous la porte 2 fois, quoi. Donc les 2 fois, il a fallu que des actionnaires, dont je fais partie, je suis actionnaire principal, mais que d'autres rentrent. Et voilà, on a fait deux levées de fonds, pas énormes, mais de 100 000 et 130 000 euros qui nous permettent de continuer à exister. Et puis donc ça n'a pas été facile. Avec des échecs sur le modèle économique, sur des choses qui ont pas bien fonctionné. Après, moi, je pense que ce qui est fondamental, c'est alors moi, je le vis encore plus différemment parce que je suis père de famille, donc j'ai quand même des enfants qui sont en études supérieures, donc ça met une pression quand même un peu aussi, qui est un peu compliquée. Mais d'être dans mon cas, d'être prêt à l'échec, quoi. Que l'échec, ça soit pas le truc, pas faire la politique de l'autruche, d'y être prêt et de se dire, bien sûr, on fait tout pour que ça échoue pas, mais que si on échoue, même si, à un moment, je pense que c'était un peu chaud pour moi dans ma tête, quoi, mais essayer d'éviter la dépression, quoi. Et pour ça, je pense que c'est important d'être prêt avec son entourage proche. Donc moi, c'est avec mon épouse, que ça se passe très bien et que l'échec, c'est pas vu de façon. Bien sûr, ça serait. J'espère que ça arrivera pas, mais si ça arrive, c'est la vie. C'est tant pis, quoi. On aura tout fait pour, et puis on n'a pas réussi, on n'a pas réussi. Voilà. Donc ça, c'est important. Et après, peut-être aussi, alors moi j'ai pas été, dans l'équipe, on a des cyclistes de haut niveau qui eux pratiquent le haut niveau. Moi, je suis très sportif, mais j'ai pas été à très haut niveau. Mais malgré tout, le fait d'être sportif et de faire de la compétition, forcément, ça apprend l'échec parce que quand on est sportif, de compétition, quoi, à part le champion du monde qui gagne tout, tout le monde, voilà. Donc ça apprend aussi quelque part. Et le vélo encore plus peut-être que d'autres sports parce qu'en vélo, on peut pas se cacher, quoi. On peut pas, on fait le malin, mais assez vite. Voilà. Donc ça apprend aussi à un peu l'humilité et donc d'être prêt à, et donc peut-être un petit peu à se préparer à un échec qui est toujours possible. Donc moi j'espère que ça n'arrivera pas, mais là on n'a pas encore décollé, donc c'est pas encore gagné, quoi. Donc malgré tout, même si on fait tout pour que ça marche, je pense qu'il faut malgré tout l'envisager, quoi. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va passer sur une partie où on va parler plutôt du secteur du sport et de l'e-sport. Quelle est votre vision de l'industrie actuellement ? Est-ce que vous voyez des grandes tendances se dessiner, des grands enjeux ? Est-ce que vous voyez un changement potentiel avec les grandes compétitions internationales qui vont avoir lieu en France, donc en 2023, Coupe du Monde de rugby, en 2024, les Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Quelle est votre idée là-dessus pour la partie sport et pour la partie e-sport? Est-ce que, Hugo, tu vois un décollage lié à ces événements internationaux de sport ou un changement vis-à-vis des éditeurs de jeux vidéo et l'écosystème de l'e-sport? Voilà. Du coup, je commence. Sujet délicat. Alors, la première réflexion en général des gens qui ne connaissent pas l'e-sport, donc je reprends, l'e-sport, c'est la partie véritablement compétitive dans le jeu vidéo. C'est pas simplement la simulation de sport qui est transformée en jeu vidéo, c'est également des jeux vidéo de choses qui n'existent pas. Je peux dire des compétitions justement qui opposent deux équipes sur League of Legends, donc ce qu'on appelle des MOBA
avec des mages, des tanks, etc., etc. Donc avec des profils qui ne sont pas réels, si je peux dire. Ou encore par exemple, l'exemple qui marche très très bien forcément, c'est les Battle Arena, avec les Fortnite, etc., où c'est le dernier survivant qui l'emporte. À l'heure actuelle, l'e-sport, son développement et sa structuration, c'est l'un des circuits, on va dire, culturels, avant même de parler du rapprochement avec le sport, qui est le plus important, enfin tout du moins l'un des plus importants au monde. C'est-à-dire que l'industrie de l'e-sport croît à plus de 15% chaque année en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en France ou que ce soit au niveau du monde. Et si on parle de l'industrie en elle-même, alors en prenant les chiffres du jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo pèse 150 milliards de dollars dans le monde, pardon, et aux environs de 7 milliards d'euros en France. À titre de comparaison, le jeu vidéo, ça pèse plus que l'industrie de la musique et du cinéma réunis. Enfin, je veux dire, c'est pas une fun fact, vous pouvez trouver les chiffres de l'industrie de la musique mondiale et du cinéma mondial. Le jeu vidéo pèse plus. Et c'est d'ailleurs le produit culturel le plus vendu en France. Quand on pose ce constat-là, c'est important justement de se dire qu'il ne faut pas considérer le jeu vidéo comme un vecteur antisocial, justement, ou qui permet à des jeunes de rester scotchés à leur écran. C'est de comprendre comment on peut faire que cette industrie soit bénéfique à l'ensemble. Et donc il y a un premier niveau de réponse par rapport à ta question, c'est la structuration et la professionnalisation de ce secteur. C'est-à-dire que si on prend le secteur du sport, on n'a pas forcément de peine à se dire que c'est une industrie qui marche excessivement bien depuis, on va dire, un certain nombre d'années, voire de décennies, voire de siècles, et qu'on maîtrise la structuration. L'e-sport, son passif, l'e-sport a été créé dans les années 70. Le passif en France est là depuis on va dire un peu plus d'une décennie, et avec une forte accélération en 2016. Donc la première problématique, c'est de structurer cet écosystème-là. Parce qu'à l'heure actuelle, l'e-sport, c'est 99% des gens qui travaillent à l'intérieur sont des bénévoles. Et des profils comme les miens qui sont salariés de leur structure, c'est excessivement rare. Donc déjà, ça, c'est une première problématique. La réponse viendra peut-être, tout comme le milieu du sport, de l'accompagnement des acteurs publics et ou des sponsors et des droits médias. Ça encore, on ne peut pas véritablement y répondre, mais en tout cas, on peut se poser la question. Sur le deuxième niveau de la question, sur les compétitions internationales, alors il y a certains rapports qui sortent chaque année pour expliquer quels sont les événements sportifs dans le monde qui ont eu le plus d'attraction. Le premier, vous le connaissez très probablement, c'est le Super Bowl qui a fait 113 millions de personnes en direct justement sur la finale qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, j'ai plus la date en tête. C'est vous les sportifs, vous me le rappellerez, février. Et si on prend un comparatif, le deuxième événement qui a eu le plus d'impact dans le monde, c'est la finale de League of Legends. Donc c'est de l'e-sport avec 98 millions de personnes qui l'ont suivi en instantané. Donc ça veut dire que tout de même l'e-sport arrive à se positionner très très bien dans cet écosystème-là. Si on considère le sport comme de l'e-sport, je ne rentre pas dans le débat, on pourrait en parler des heures et ce n'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, voilà, il y a un rapprochement. Il faut, et j'aime bien citer Mathieu Dallon qui dirige justement le fonds Trust eSport, qui est le premier fonds français à investir dans l'écosystème du jeu vidéo et de l'e-sport. Il évoque souvent le fait qu'il faut réussir à tirer le meilleur de l'e-sport, le meilleur du sport, et faire que les deux arrivent à coïncider ensemble. Et je finirai, promis, je laisse la parole après, sur les événements internationaux. À l'heure actuelle, l'e-sport a été, pendant de très longues années, et je parle même en termes de jeux vidéo, mis de côté, décrié, et finalement, à travers les communautés, à travers les événements, à travers les passionnés, a réussi à se construire progressivement et à créer finalement des événements emblématiques. Sans parler d'e-sport, on peut parler des influenceurs qui ont créé des mouvements sociaux à travers le ZLAN, le Z-Event ou d'autres, bien entendu. On peut parler du Battle 4 qui a eu lieu au Stade de France, premier événement dédié aux jeux vidéo à l'e-sport, où on a eu le plaisir d'ailleurs d'être partenaire avec l'agence e-sport. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Par contre, à titre de structuration, Jeux olympiques, etc., qu'il y ait des actions
pour l'e-sport autour de ces grands sujets, oui, très probablement, mais que l'e-sport rentre dans les Jeux Olympiques de façon très transparente, et ça nécessitera débat et peut-être quelques pierres jetées, mais en tout cas, ce n'est pas la volonté de la majorité des acteurs de l'e-sport. Alors, je vais pas me faire un copain, là. Parce que moi, je dois défendre le mouvement sportif. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit sur le e-sport doit comment dire, apprendre à coexister avec le sport. Malheureusement, cette industrie, elle impacte forcément. Il y a des impacts sociétaux, notamment sur la sédentarisation du coup des jeunes, sur le consumérisme aussi du sport aujourd'hui. Et c'est vrai que les associations sportives, les clubs de sport font face aussi à ces évolutions chez les pratiquants. Il y a l'évolution forcément du consumérisme, donc le e-sport en fait partie, mais pas que, parce que bon, il y a l'industrie des articles de sport aussi qui est vachement influente là-dessus. Couperai le vachement au montage, ça fait tâche. Mais voilà, mais ça a un impact sociétal forcément chez les pratiquants, et il y a un désengagement forcément des compétitions traditionnelles. Les jeunes aujourd'hui se tournent plus vers d'une pratique loisir auquel les clubs associatifs ont du mal à s'adapter, parce qu'ils sont encore sur le même format de compétition, de la pyramide de Pierre de Coubertin, où il faut faire organiser des compétitions de masse pour après derrière faire de l'écrémage et sortir des champions. Et c'est vrai que on a de moins en moins de prétendants à la pratique en compétition, à la pratique de l'effort. Et c'est vrai que il y a un gros travail à faire là-dessus. Et je pense que le marché et l'industrie des articles de sport pourraient être acteurs justement, et pourquoi pas financeurs, être taxés par exemple, pour financer le sport amateur, comme le sont aujourd'hui les droits télé, comme le sont aujourd'hui les paris sportifs. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi les produits gras et sucrés ne sont pas taxés. Mais bon, voilà, ça devient le sport santé devient quand même une grande cause aujourd'hui pour le mouvement sportif. Et malheureusement, et je ne mettrai pas tout sur le dos de l'e-sport, mais malheureusement, il y a un impact à ce niveau-là. Alors après, peut-être qu'on peut aussi travailler justement autour de la simulation à travers les objets connectés, et justement trouver une passerelle avec le e-sport comme ça, parce que c'est vrai que aujourd'hui il faut que l'évolution technologique soit au service quand même aussi du sport et de la santé, mais voilà, mais c'est vrai que encore une fois aujourd'hui il faut trouver la formule pour assembler les deux. On peut très bien s'imaginer faire du e-sport, mais en salle de sport au fitness park, par exemple, pourquoi pas, avec vraiment des objets qui nous font vraiment nous dépenser des calories. C'est pourquoi pas, j'improvise, pourquoi pas, mais voilà, ça va être vraiment cette fusion qu'il va falloir trouver, je pense, entre le e-sport et la pratique sportive pour des raisons de santé. Voilà. Voilà mon point de vue en tout cas sur l'industrie e-sport. Maintenant, pour parler de la tech pure et dure, elle est vraiment au service des organisations, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les faire évoluer. Et on voit l'émergence quand même de pas mal d'applications au service des organisations sportives qui permettent justement de réorganiser par exemple les plannings, de réorganiser aussi la consultation par exemple de résultats et de scores par exemple. Aujourd'hui, par exemple, vous n'aviez pas accès sur vos sites, le site de votre club, aux résultats. Il fallait aller sur le site de la Fédé, et là vous vous retrouvez parmi tous les clubs engagés. C'était une vraie galère. Aujourd'hui, il y a des solutions comme ScoreEcho, par exemple, qui permettent justement de faire de l'open source sur les sites de Fédé et permettent de développer des widgets pour les clubs, par exemple. Donc il y a plein de solutions qui voient le jour, et il ne faut pas voir la tech d'un mauvais œil, justement, au contraire. Elle rend service et fait avancer les organisations et les sociétés. Donc voilà, c'était juste aussi pour préciser ça. Mais si vous voulez ouvrir le débat sur les solutions justement qui sont au service des clubs amateurs ou au service des clubs pro, n'hésitez pas pour poser des questions pour enrichir le débat. Voilà. Voilà.
en matière de e-sport, le cyclisme joue un rôle particulier parce que, alors vous avez sans doute entendu parler d'applications comme Zwift, hein. Donc Zwift, c'est une application, c'est un e-sport, hein, c'est un jeu. Mais pour faire avancer son avatar, il faut pédaler sur un home trainer. Alors c'est vraiment top, hein, c'est-à-dire que alors, Zwift est la plus emblématique, hein, il y en a d'autres, RGT, Bicool, Kinomap, qui est français, etc. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que l'application pilote le home trainer. Ce sont des home trainers connectés. Donc quand ça monte dans le jeu, hein, si le parcours monte, c'est plus dur. Donc vraiment, vous faites avancer. Si vous êtes abrité derrière quelqu'un, ça va être plus facile, comme dans la vraie vie, hein, dans ce qu'ils appellent l'IRL, in real life. Et alors, quand le confinement est arrivé en mars 2020, hein, il y a 2 ans, vous imaginez pour ces applications-là, le truc qui leur est tombé dessus, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, dans le monde entier, tous les cyclistes ne pouvaient plus faire de vélo. Donc ils se sont tous rués sur les home trainers. Donc très vite, on ne pouvait plus en trouver, hein, rupture de stock. Et Zwift, pourtant, qui marchait bien. Ils avaient déjà fait une première levée de fonds assez significative. Donc l'an dernier, ou il y a 2 ans, ils en ont fait une de 350 millions de dollars. C'est le truc incroyable, quoi. Incroyable, comme ça, confinement dans le monde entier. Voilà. Donc ils sont, voilà. Alors après, c'est vraiment top, hein, ça permet. Alors là, c'est vraiment du sport, hein, parce qu'il faut pédaler pour avancer. Donc c'est vraiment Alors il y a des compétitions. Il y a eu cette année, il y a 2 mois, les premiers championnats du monde UCI de l'Union cycliste internationale de cyclisme e-sport, hein, sur Zwift. Pour s'entraîner, c'est génial. Parce que pour s'entraîner, il faut suivre des profils d'entraînement, des profils de puissance. En extérieur, c'est hyper compliqué parce qu'il y a un feu, il y a des voitures, c'est dangereux. Là, c'est le home trainer, c'est l'application qui va piloter la puissance. Donc vous n'avez rien à faire, vous pédalez et automatiquement la puissance se met au profil d'entraînement. Et il y a même des sorties de type club, hein, tranquille. Voilà, vous partez, ça roule cool, vous êtes entre vous, et puis via des applications comme Discord, vous discutez entre vous, presque comme si vous étiez dans la vraie vie. Alors c'est sûr que c'est pas pareil que faire monter un col dans les Pyrénées, etc., etc., hein. Il y en a qui sont allergiques, mais c'est quand même top. Et là, c'est vraiment, donc c'est vraiment en train d'exploser, hein. Voilà, ça va continuer. Bon, je pense que là, le confinement a joué un rôle énorme. Et là, il y a vraiment eu un step énorme sur l'e-sport. Après, sur la partie plus données, je vous l'ai montré, hein, c'est ce qu'on fait nous. Voilà, les données sont bien utilisées dans le vélo. Là, je ne pense pas qu'il y aura de gros steps, hein, pour la partie, même s'il y a pas mal de choses à faire, mais ça va se faire progressivement. Le vélo, c'est quand même un domaine dans lequel il y a un peu de résistance au changement, comme ça arrive souvent, hein, on le voit sur des choses qui ne sont pas liées à la data, hein, mais je ne sais pas, peut-être si vous avez suivi, quand il y a eu les cales automatiques il y a quelques années, donc il y a eu sur les vélos de route les freins à disque, hein, donc il y a beaucoup de gens qui ont dit, qui n'étaient pas contents que ça. Bon, récemment, là, il y a 15 jours ou 3 semaines, donc le vainqueur de Milan-San Remo, une des grandes classiques cyclistes, il avait une tige de selle télescopique, c'est-à-dire que dans la descente finale, il a pu faire descendre sa tige de selle, ça l'a aidé à gagner, quoi. Et il y a plein de gens qui c'est pas bien, c'est pas normal. Voilà, il y a une résistance au changement qu'on retrouve aussi dans la donnée. Nous, on travaille très bien avec Arkea Samsic, hein, où c'est des jeunes, ils sont hyper réactifs, hein, ils sont très et bizarrement, on a travaillé l'an dernier avec l'équipe Quickstep, qui est l'équipe de Julien Lafilippe. On a fait pas mal de choses avec eux, mais on ne les sentait pas réceptifs à l'innovation. Voilà. Alors que il y a une autre équipe, hein, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'équipe qui s'appelait Sky, mais qui s'appelle Ineos maintenant, qui est britannique. Alors eux, ils sont à fond dans l'innovation, quoi. Eux, c'est vraiment ils essaient de... Je voulais juste rebondir sur ce que tu nous as dit, donc merci. Je pense que justement pour assurer cette fusion, ça passe par la métaverse aujourd'hui. Beaucoup de projets qui sont en cours, dont un ami là, qui est sur un projet de métaverse dans le tennis de table, donc avec la fédération. Il est sur un projet de métaverse pour Paris 2024. Et je pense vraiment que c'est vraiment la voie d'entrée pour la pratique sportive, mais vraiment en mode e-sport. Donc après, il faut voir comment l'industrie des jeux vidéo s'en empare pour pouvoir justement développer ça à grande échelle, parce qu'on est encore aux prémices, je pense, de ce sport, justement, de la pratique sportive, mais en mode numérique, justement. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo ?
justement ce que tu disais tout à l'heure et ce que tu viens de dire, il ne faut pas opposer le sport et l'e-sport. C'est le sujet que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut arriver à tirer le meilleur de l'un et de l'autre. Évidemment que pratiquer des activités physiques trop régulièrement, c'est nocif. Évidemment que consommer trop régulièrement du temps d'écran, du jeu vidéo ou quoi que ce soit, c'est nocif aussi. Tout comme les produits gras que tu évoquais et qui ne sont pas taxés, on a bien compris que ça t'énervait. Et pourtant, tu en... Mais la réflexion, elle n'est pas là, c'est de dire comment, dans un périmètre compétitif, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que l'e-sport n'a pas véritablement besoin du sport pour évoluer, et l'inverse, je pense, est vrai aussi. Alors, on pourrait en parler en termes d'audience, c'est-à-dire que les audiences dans le domaine du jeu vidéo et de l'e-sport sont relativement plus jeunes que dans le domaine du sport, donc forcément des clubs d'ici et d'ailleurs ont envie de faire venir un public plus jeune dans leur stade, ou en tout cas de réussir à ce qu'on appelle les activer. Donc ça, oui, on pourrait l'imaginer. Après, il faut se rendre compte d'une réalité. On parle de jeunes dans le jeu vidéo et dans l'e-sport. La moyenne d'âge d'un joueur de jeu vidéo en France à l'heure actuelle, c'est 40 ans. Donc on reste quand même des joueurs, et la moyenne d'âge, voilà, elle est vraiment, c'est pas nous, agence e-sport, qui le disons, c'est quand même Médiamétrie, donc ils sont quand même très calés pour ça. Et la moyenne d'âge des consommateurs, on va dire, d'e-sport, bien entendu, là on est sur, on va dire, une échelle aux alentours des 32 ans. Donc ça va, je suis encore dedans pour quelques années. Mais voilà. Donc le réflexe, c'est pas vraiment de rentrer en opposition, c'est de se dire comment on peut arriver en étant parent pour des enfants, comment on peut arriver en étant jeune actif ou en étant actif depuis quelques années ou quelques décennies, à faire que dans notre temps disponible, on puisse pratiquer ce qui nous plaise, que ce soit des sorties avec ses conjoints, ses conjointes, ses amis, pratiquer du jeu vidéo si on a envie d'en pratiquer, pratiquer du sport si on a envie d'en pratiquer. Après, la grande problématique et l'opposition, c'est que le sport est une dépense physique. L'e-sport, a priori, pour la plupart, on va dire 95% de l'e-sport n'est pas de la dépense physique, hormis des salles de réalité virtuelle, réalité augmentée ou comme EVA ou Protocole 223, on bouge, et je vous incite véritablement à les tester parce que vous verrez qu'en 40 minutes vous êtes transpirant. Allez-y en basket et en t-shirt. Mais l'e-sport en tant qu'essence est devant principalement soit une tablette, soit un téléphone, soit des consoles de jeu, soit un PC. Donc oui, ça reste majoritairement statique et ça restera, et je pense pendant quelques années encore, la grande différence entre l'écosystème du sport et de l'e-sport. Mais sans pour autant les mettre en opposition. Merci beaucoup. En fait, j'avais une autre question qui est sur l'utilisation de la data en général dans vos activités. Donc data sport et data dans l'e-sport. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, moi, j'ai travaillé énormément à l'étranger dans des organisations où la data était omniprésente pour tout ce qui était lié de près ou de loin à la décision, donc tout ce qui était la gestion du business. Et effectivement, donc dans les clubs pro, dans les fédérations nationales, internationales, maintenant, c'est acté que la data est... j'allais dire l'unique, mais oui, presque l'unique levier de décision. Comment, en fait, vous travaillez avec la data dans vos différents métiers au quotidien ? Je sais que, Jérôme, toi, tu travailles à la fois avec la data pour ta technologie, mais aussi pour les athlètes. Est-ce que tu peux commencer, et puis après, Vincent et Hugo continueront ? Oui, donc la data, bon, comme je l'ai montré, hein, nous c'est notre, voilà, c'est notre source de données qu'on utilise voilà, pour faire tourner tous nos algos, hein, opérationnellement, mais aussi en test. Hein, voilà. On a la chance d'y avoir accès facilement. Hein, voilà. Après, voilà. En revanche, je pense qu'on n'est pas forcément très à la pointe en data, pour piloter l'entreprise, quoi, hein. Là, nous, c'est vraiment sur l'aspect opérationnel. Là, on travaille de façon relativement simple avec des indicateurs assez simples qui ne sont pas vraiment de la data très poussée. Oui, sur les algos, on a du machine learning. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc sur les algos, là, c'est très poussé en termes de data, hein, puisque nous, on en a beaucoup. Hein, donc
voilà, dès qu'on fait une sortie, moi dès que j'arrive, j'appuie sur enregistrer ma sortie sur le Garmin et puis 5 secondes après, c'est arrivé chez nous et ça fait tourner tous les algos automatiquement, hein, et ça permet voilà, de faire évoluer un certain nombre de paramètres de suite, performance, le niveau qui monte, qui descend, voilà, avec du machine learning, hein, de l'auto-apprentissage. Donc, moi, j'enseigne donc à Mos aussi, donc avec vous, hein. Là, hein, c'est ce qu'on a en commun. Donc, j'enseigne les statistiques appliquées au sport et la data. Et forcément, je l'utilise aujourd'hui pour explorer avec les élèves les performances sportives individuelles, les performances sportives collective et moi ce que j'appellerais la POS, la performance des organisations sportives, mais on est plus sur les performances économiques, la création d'indicateurs très business, business administration, pour pouvoir justement pouvoir avoir des indicateurs d'échelle sur les ligues professionnelles. Par exemple, donc il y a des sites de référence comme surlatouche.fr par exemple, où vous pouvez avoir déjà des premiers indicateurs. Après, l'idée c'est de faire du traitement de données aussi pour créer de nouveaux indicateurs, pour vraiment avoir des arguments voilà, avec mes clients et à travers aussi des émissions auxquelles je participe en podcast ou en interview, voilà, mais pour au moins expliquer des phénomènes avec en m'appuyant sur des données précises. Après, je l'utilise beaucoup aussi au quotidien sur du pilotage, notamment avec le Toulouse Basket Club, parce que je suis en charge de développer leurs revenus. Et donc du coup, je les accompagne aussi sur cette notion de gestion des coûts de revient, par exemple, sur leur exploitation. Et derrière, en termes de données, notamment en termes de recettes, de produits qu'on développe, pouvoir justement identifier tous les indicateurs de marge, des indicateurs vraiment business. Donc c'est vrai que ça paraît banal, surtout dans le monde de l'entreprise, sauf que pour une association qui est en 3e division avec une équipe professionnelle, c'est une découverte. Donc je les accompagne vraiment dans cette logique de... J'ai une matrice spécifiques avec lesquels je travaille d'autres clubs aussi, une matrice de contrôle de gestion qui va permettre justement de pouvoir déjà, dans certains cas, quand on est en structure associative, être plutôt travailler sur les amortissements, et puis après derrière, quand on est vraiment sur une association qui est en voie de professionnalisation et qui va tendre vers une société, une SAS, voilà, vraiment se focaliser sur les indicateurs de performance par domaine d'activité stratégique et vraiment permettre de modéliser économiquement leur club. Voilà. Donc je m'appuie là-dessus. On n'est pas sur de l'open data du tout, on est sur vraiment de la confidentialité, mais elle est au service vraiment du management. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que j'essaie de leur transmettre, leur faire comprendre. C'est qu'aujourd'hui, la gestion elle est au service du management et pas l'inverse. Parce qu'on a tendance, surtout au haut niveau, à retrouver des dirigeants qui veulent manager, ils veulent tous être managers, mais derrière, si on n'a pas de gestion au quotidien, on ne peut pas avoir d'indicateur pour pouvoir prendre des décisions. Et ça c'est là-dessus que je les accompagne justement. Voilà. Je vous ai présenté mon parcours et comme quoi je suis entrepreneur, je ne vous ai même pas expliqué ce qu'était l'agence e-sport. Donc c'est quand même important de l'évoquer, c'est quand même le but du sujet. Donc l'agence e-sport, c'est une structure qui a été créée il y a 2 ans et demi, comme je l'ai évoqué, qui vise à développer l'écosystème de l'e-sport sous le périmètre économique. C'est-à-dire qu'on va accompagner un certain nombre d'acteurs publics, privés, allant de la TPE, PME jusqu'au grand compte, mais également des structures de type établissement scolaire de cycle supérieur, dans leur compréhension de cet écosystème-là. C'est-à-dire qu'on va aussi bien accompagner, si vous connaissez cet écosystème, des Vitality, Game World, Gamer Origin, qui sont des grands clubs majeurs, que des associations dans l'e-sport, que tout le maillage aussi de l'écosystème de l'e-sport. C'est-à-dire c'est pas simplement des équipes, c'est également des structures dans l'événementiel, c'est des structures d'accompagnement en performance, c'est des structures commerciales, etc., des agences, etc., etc. Une multitude de structures. Donc à l'heure actuelle, on a 70 adhérents cotisants pour environ, on va dire 600 structures avec lesquelles on travaille au quotidien.
Ça, c'est véritablement notre premier métier. Le second métier, c'est qu'on est prestataire de services pour un certain nombre de sujets. Le premier, c'est de la formation. Donc on a des consultants qui interviennent dans des réflexions justement pour de l'intégration d'entreprises dans l'écosystème de l'e-sport. Alors ça vous a sans doute pas échappé, mais on a des grandes marques comme Mercedes, Audi, BMW, Louis Vuitton, Ikea, etc. qui se sont intégrées internationalement ou nationalement dans l'écosystème de l'e-sport, mais pour ça, ils n'ont pas forcément de profil en interne qui maîtrise ces sujets-là. Donc certaines de ces entités font appel à nos services justement pour savoir quels sont les meilleurs investissements ou placements à faire selon leurs propres objectifs. Donc on a cette partie-là, la partie formation également, mais à titre des écoles. On intervient dans à peu près 70-80 campus en France, non pas dédiés simplement aux jeux vidéo, mais comme on l'a évoqué, tout type de parcours, comme Amos, où on est tous les trois intervenants, c'est vrai, mais que ce soit également des écoles de développement informatique comme Epitech, le groupe Epitech, des écoles comme Campus GeForce, etc., etc., partout sur le territoire. Et pour ça, on a un certain nombre de prestataires qui interviennent en notre nom. Et je finirai juste sur le dernier sujet, qui est l'accompagnement de projets événementiels, où on accompagne, et d'ailleurs on n'est pas restreint qu'à l'e-sport, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi beaucoup de sportifs. Je pense notamment à Wesley Fofana en rugby qu'on a accompagné sur pas mal d'activations, ou encore Maxime Vallée, Cocorico vu qu'il est toulousain, qu'on accompagne sur du placement lors de séminaires d'entreprise, du placement de marque, comme ça a été le cas avec Wesley pour Porsche, où on deal avec eux leur engagement pour la marque ou le fait qu'ils soient ambassadeurs pour la marque. Alors il y a une stratégie aussi, et vous l'avez compris, relativement importante d'influence derrière. Donc je reviens à la data, et ce dernier point de levier me permettra de vous l'expliquer plus facilement. Quand on accompagne justement des entreprises, leur premier sujet, c'est de se dire « Ok, si j'investis 1 million d'euros dans l'e-sport, ça me rapporte quoi ?» Donc évidemment qu'on va commencer à parler de certaines notions. Alors on ne va pas forcément parler de ROI dans un premier temps, parce que l'e-sport à l'heure actuelle, c'est absolument pas rentable. C'est-à-dire qu'il va y avoir une stratégie d'image, une stratégie peut-être d'acquisition, une stratégie de marketing RH. On le voit, si on prend le TGS, qui est le plus grand salon sur Toulouse, destiné justement aux jeux vidéo, le stand le plus grand, c'est Airbus. Je veux dire, vous allez me dire, qu'est-ce que fait Airbus sur un salon de jeux vidéo? Tous les profils qu'ils ont Airbusiens sur site, c'est des RH, parce qu'ils ont identifié que justement, ça peut être là-bas qu'ils vont le plus facilement recruter. Donc la réflexion se fait de cette façon-là. Après, en termes d'indicateurs clés au niveau de la donnée, c'est simple, c'est-à-dire que quand des marques, ce qu'on appelle endémiques ou non endémiques, c'est-à-dire qui appartiennent à notre écosystème ou qui n'y appartiennent pas, ils vont nous demander les typologies d'influenceurs qu'on va pouvoir toucher ou leur proposer, le coût associé, mais également le nombre de vues que ça va pouvoir générer, le taux d'engagement que ça va pouvoir générer, et ça, c'est ultra demandé. Je prends un exemple concret au sein de l'agence. Nous, on a des réseaux professionnels, donc on est vraiment dans une communication B2B, absolument pas tournée vers le B2C. Donc on externalise lorsqu'on nous demande des événements B2C. On a des taux d'engagement qui sont relativement forts, c'est-à-dire qu'on tourne aux alentours en moyenne de 9% de taux d'engagement, qui est assez énorme. Donc ça, c'est des indicateurs qui, pour les entreprises, sont hyper importantes. Et donc, quand on engage avec eux des influenceurs, allant des très gros comme certains que vous pouvez connaître, Zerator, AlphaCast, etc., etc., on a déjà travaillé avec ces personnes-là, ils nous demandent les métriques. Et donc là, ça fait partie de toutes les données que l'on peut traiter au quotidien et qui nous permettent tout simplement de dire à des entreprises, voilà ce que vous payez et ce que vous pouvez en attendre. Voilà. On ne peut jamais avoir un objectif de résultat, c'est toujours un objectif de moyens, mais en tout cas, c'est les métriques qui sont les plus régulièrement utilisées, tout comme dans le milieu du sport, je pense, d'ailleurs, au niveau de l'influence. Pour poursuivre sur ce sujet-là, voilà. Est-ce que vous avez en tête des technologies qui sont émergentes actuellement et qui, selon vous, vont venir disrupter, je parle franglais, voilà, changer le secteur dans lequel vous travaillez? Alors, je vous dis
parler essentiellement de data financière, mais je suis ambassadeur du coup pour Sport Infinite, qui est le CRM le plus aujourd'hui le mieux élaboré, enfin en tout cas qui a le champ le plus large aujourd'hui sur les fonctionnalités et sur les métiers d'un club sportif professionnel. Et donc bien sûr, je suis sur de la data client, je suis sur la problématique de data client pour les clubs pro et sur la problématique justement de remettre le grand public au cœur du projet pour pouvoir justement conduire la consommation, la marchandisation du club, un peu comme font les Nord-Américains justement. Toute la question de CRM est de plus en plus importante aujourd'hui pour les clubs sportifs pro qui s'en emparent, est déjà bien présente dans le cadre des clubs de football, de rugby. Aujourd'hui, on arrive sur les sports de salle où on commence de plus en plus à utiliser ces logiciels-là. Donc je peux en citer un, notamment Arena Metrics, qui est justement sur tout ce qui est métrique, qui est un bon logiciel de mesure et de segmentation. Après, vous avez Sport Infinite, qui est vraiment un logiciel qui a pu permettre justement d'être une moissonneuse à données clients et qui va vous permettre de pouvoir embaser vos clients sur tous les points de vente de votre manifestation, par exemple, donc par les ordinateurs caisses, par exemple, et puis bien sûr par les ventes en ligne, parce que c'est la base même du CRM aujourd'hui, c'est que c'est connecté à travers votre boutique en ligne, votre billetterie en ligne et tout ça. Et donc ça commence enfin à émerger aujourd'hui dans le monde du sport, si bien même que les meilleurs clubs aujourd'hui sont déjà bien rodés sur cette question-là et maintenant passent à la gamification. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu de la gamification, mais ça va être de la qualification de données, par exemple, sur les réseaux sociaux via un chatbot, via des animations, pour qualifier au fur et à mesure vos données personnelles. Voilà, toujours dans le cadre de la RGPD bien sûr, mais il y a toujours des moyens de contourner ou de qualifier vos données. Voilà. Donc on est sur des nouvelles, je pense, sur des nouvelles technologies qui vont permettre justement de s'adapter aux contraintes RGPD, de rendre justement une expérience client ludique pour pouvoir derrière rentrer dans le consentement justement et dans du marketing participatif pour pouvoir justement qualifier ces données clients. Voilà, pour ma part. Alors, j'avoue que je ne vois pas de techno disruptive à venir. Alors, je ne sais pas si c'est un manque d'imagination de ma part. Voilà. Mais en revanche, il y en a quand même quelques-unes là on en a parlé, hein, qu'on est en train de vivre. Hein. Donc il y a tout ce qui est lié au home trainer. Hein, il y en a une autre qui est quand même relativement récente, hein, que vous connaissez tous, c'est le vélo électrique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a explosé, quoi. Hein. D'ailleurs, c'est grâce à ça que beaucoup de magasins de vélos ont réussi à survivre parce que ils font leur vente, c'est majoritaire, c'est vélo électrique. Hein, donc ça, c'est fondamental. Et puis peut-être quand même malgré tout, pour revenir sur la data, aujourd'hui, ça paraît normal d'utiliser les données, compteurs GPS, etc. dans le vélo. Hein, mais Strava, c'est une start-up américaine de Californie qui a été créée en 2009. Hein, donc c'est pas si vieux que ça. Et puis même moi j'ai utilisé un des premiers Garmin, je crois que c'était en 2006-2007 et à l'époque il n'y avait pas encore tout le traitement de la data derrière, quoi, hein. Donc c'est quand même relativement récent et donc il y a eu quand même des choses qui ont révolutionné. Alors maintenant on y est presque habitué, hein, mais dans le vélo, utiliser les data via nos compteurs GPS, c'est pas si vieux que ça, vélo électrique aussi, et puis le home trainer, ça date d'il y a 2 ans, quoi. Enfin vraiment l'explosion, quoi. Hein. C'était parce que Zwift, c'est une start-up là aussi, américano-britannique, qui a été créée, je crois, autour peut-être de 2013 ou 2015, enfin qui est relativement récente, quoi. Au niveau de l'e-sport, ce qui serait le plus disruptif, et les opérateurs sont d'ores et déjà en train d'y travailler dessus, quand on fait des tournois, on a toujours une problématique. Et la problématique, c'est la latence. C'est-à-dire que vous avez forcément un serveur qui va héberger la partie et qui va faire que
un joueur ou une équipe sera forcément avantagé s'ils sont en distanciel de par la distance. Donc c'est pour ça que les compétitions sont en général ce qu'on appelle régionalisées. Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Asie avec des segmentations bien entendu, Amérique du Nord, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, des joueurs professionnels ont une problématique simple, c'est que la latence est hyper importante pour eux. Pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec cette notion, c'est le temps de réaction du jeu entre votre clic et l'action qui est faite en jeu. Donc on parle de millisecondes, c'est-à-dire que les latences classiques dans des compétitions internationales tournent aux alentours des 10-12 millièmes de seconde justement pour la latence. Quand on est sur des serveurs distants, c'est-à-dire Amérique du Nord par exemple, Europe, si vous avez, j'en sais rien, vous avez des copains qui sont allés vivre au Canada, vous avez quand même envie de jouer avec eux, vous allez tourner sur des latences aux alentours des 120, 150 dans le meilleur des cas. Ce qui fait que vous allez avoir déjà une impression de quand vous cliquez que ça ne clique pas parce qu'il y aura forcément un temps de latence. Donc la principale révolution à venir, c'est de supprimer très concrètement ce temps de latence par rapport aux différentes technologies qui commencent à être créées. La seconde révolution qui est en train d'arriver, alors on considère la réalité virtuelle comme du virtual sport ou de l'e-sport, ça dépend dans quelle école on est, si je peux dire. Mais en tout cas, la réalité virtuelle commence véritablement à avoir un essor compétitif, avec des dispositifs qui sont de plus en plus qualitatifs, qui sont de plus intéressants aussi pour les joueurs et pour des structures privées en termes d'équipement et de coûts. Donc ça peut être véritablement une révolution, même si la première révolution est somme toute la plus importante à mon sens. Et la troisième, c'est celle que tu as évoquée tout à l'heure, je crois, très rapidement, ou en tout cas on l'a évoquée, c'est la réflexion autour des nouveaux enjeux du métaverse et du Web 3.0. C'est-à-dire que, alors c'est un sujet qui nous est demandé quasiment quotidiennement en termes d'organisation de conférences, d'ateliers et de tout ce qu'on veut, où il existe à l'heure actuelle très peu d'experts, parce qu'on a encore moins de recul que n'importe quel secteur d'activité, e-sport compris. Donc là, il y a une véritable réflexion sur comment le métaverse va pouvoir contribuer, non pas forcément d'ailleurs qu'à l'e-sport, hein, ça va contribuer à l'ensemble des sujets sociaux, que ce soit sport, e-sport, culture, etc. Donc à voir comment ça va pouvoir s'enclencher. Mais je pense que là aussi, on est aux prémices d'une possible, je ne prends pas trop de risques, j'y vais avec des pincettes, possible révolution. Rajouter une technologie, ça va être plus dans l'audiovisuel qui a été déjà introduit en Angleterre. Ça va être notamment une révolution au niveau sponsoring. Sur l'incrustation des panneaux de bord de terrain, on incruste en fonction des régions géographiques justement des sponsors qui permettent de cibler des segments de marché par région. Et je pense qu'il y aura une évolution bien sûr et une accessibilité pour des clubs à plus petite échelle, pour des plus petits marchés. Et je pense que ça va évoluer aussi dans le monde du sport dans les années à venir. Parce qu'on est aujourd'hui sur des solutions de plus en plus autonomes pour les clubs, avec la crise des droits télé qu'on traverse en ce moment. Je pense que vous avez suivi aussi l'explosion de la bulle Mediapro, par exemple, le phénomène Mediapro. Il y a une redistribution aujourd'hui des droits sportifs qui va être de plus en plus réduite sur des packages plus qualitatifs que quantitatifs. Et ça voit l'émergence d'une chaîne, par exemple, publique pour les sports mineurs qui n'ont aucune exposition, qui s'appelle Sport en France. Et on va être de plus en plus, on l'a vu durant le Covid, d'ailleurs, qui était un accélérateur de la tech incroyable, hein, merci le Covid. Et on a vu les clubs devenir de plus en plus autonomes sur leurs moyens de production audiovisuelle. Maintenant, il faut les accompagner sur cette monétisation. Ça va être la prochaine étape.
Mais voilà, mais les clubs deviennent de plus en plus autonomes sur leur moyen audiovisuel. Il y a des solutions même très accessibles pour les clubs semi-professionnels voire amateurs, comme Switch Life qui est une entreprise toulousaine. Il y a Rematch aussi également. Et donc on pourrait peut-être imaginer justement des solutions comme ça accessibles qui permettent aussi l'incrustation, comme on le fait sur des conférences Teams, par exemple, des visioconférences Teams. L'incrustation, par contre, des partenaires justement en bord de terrain, avec une segmentation peut-être par région en France, par exemple, sur des business locaux, par exemple, pour pouvoir justement optimiser cette proximité justement entre le client et la marque acheteur de l'espace, quoi. Voilà. La régionalisation et la localisation de la publicité et du sponsoring. Ouais. Pour clore la table ronde avant de passer à la partie questions, est-ce que chacun d'entre vous, vous pourriez partager avec nous les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'industrie maintenant, en fait, dans cette industrie-là? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil et ou qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous donne comme conseil si... Qui voudrait entreprendre, c'est ça? Oui, qui voudrait entreprendre dans le sport, dans le cyclisme ou qui serait scientifique et qui voudrait se lancer. Moi, je dirais c'est d'avoir un copain ou une copine qui a une boule de cristal et qui permettent de lui, de lui dire le chemin. Bon, la difficulté, c'est il y a des choses qu'on n'a pas prévues, des écueils qui peuvent être plus ou moins importants. Et voilà la difficulté. Alors, il y en a peut-être on commet tous des erreurs, donc il y en a qu'on aurait pu éviter. Et puis malgré tout, il y en a qui sont quand même inévitables. Bon, il y a peut-être des gens qui ont de la chance. Bon, il y en a qui sont bons, meilleurs que d'autres, qui vont y arriver peut-être plus facilement, plus rapidement. Voilà, on commet tous des erreurs. Si c'était à refaire, il y a des choses qu'on ferait forcément différemment. Mais mais après, on n'a pas non plus la boule de cristal quand on se lance. Et voilà, donc c'est d'arriver à avoir cette vision pour faire mais sachant que c'est impossible. Je pense que c'est... Je suis pas entrepreneur dans l'industrie de la tech, mais bon, je peux quand même partager avec vous. Ouais. Oui, dans le sport au moins. Ce qui a un rapport quand même avec la table ronde d'aujourd'hui, quand même. Mais voilà, si je peux, si vous donnez un sens à ce que vous faites, ne mesurez pas vos efforts, ne mesurez pas, n'essayez pas de vous fixer des obstacles, parce que ça peut être parfois très long pour arriver à des résultats. Il y en a beaucoup qui se découragent qui se découragent avant d'avoir des résultats. Donc fonctionnez avec cette notion de résultat et soyez passionnés sur le sens que vous donnez justement à votre démarche. C'est ça, entreprendre. Et comment dire, c'est essayer de tirer un maximum de leçons justement et pas surtout nourrissez pas de regrets. Parce que justement c'est en abandonnant que vous allez nourrir des regrets et après il sera trop tard pour se remettre en route. Donc voilà, n'abandonnez pas, ayez foi en ce que vous faites, donnez du sens à ce que vous faites et rebondissez. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Entreprenez. Enfin, véritablement, on a parlé des mauvais côtés, mais c'est quand même un schéma qui est totalement passionnant. Mais réfléchissez surtout. Alors c'est peut-être bête à dire, pardon pour le terme, mais faut réfléchir collectivement. Collectivement, si vous êtes tout seul, vous allez vous dire bon, je peux entreprendre, je me mets en risque, mais à la fois le risque il est assumé par moi-même. Si vous commencez à avoir une conjointe ou un conjoint, si vous commencez à avoir des enfants, là, il faut quand même vous poser avec votre cher et tendre ou votre cher et tendre pour en discuter et savoir quels sont les risques. Parce qu'avant de dire que l'objectif d'entreprendre, c'est simplement, et je l'entends beaucoup, surtout chez les étudiants, j'ai pas envie d'être dirigé et de recevoir des ordres. Celui qui va donner le plus d'ordres, c'est toujours le client. Donc il y aura toujours des ordres. Donc être son propre patron, c'est bien, mais une nouvelle fois, j'alerte et je mets un signal d'alerte que de nombreux entrepreneurs font la course en France, malheureusement, à la levée de fonds. La levée de fonds n'est absolument et jamais un objectif. L'objectif d'une levée de fonds, c'est que ça devienne un moyen de réussir vos objectifs. Et tu l'as très très bien dit.
Donc la problématique, elle est là, c'est de se dire, quand on crée une entité, il faut se dire pour qui je la crée, donc pour quels clients et quels vont être mes consommateurs. Et surtout, quel va être mon business model, c'est-à-dire comment je vais réussir à faire du cash. C'est malsain de le dire, mais c'est vrai, c'est-à-dire comment je vais réussir à générer de l'argent qui vont me permettre dans quelques mois pour les plus chanceux, dans quelques années pour d'autres, de pouvoir bénéficier de l'usufruit de ce qu'ils ont fondé. Donc la vraie réflexion elle est là, c'est de se dire et de se poser en se disant c'est pas simplement j'ai pas envie de patron donc je vais entreprendre, non, c'est de se dire est-ce que je suis prêt à sacrifier peut-être beaucoup de mon temps personnel, beaucoup de temps social, c'est-à-dire de temps passé avec son conjoint, son conjointe ou même ses amis proches. Voilà, faut en prendre considération. Et en prendre considération aussi, bon ça c'est un aspect que je trouve à la fois passionnant et à la fois qui peut rebuter certains, le temps passé. C'est-à-dire que vous ne serez jamais à 35 heures. Soyez-en clair. Je veux dire, vous allez être debout très tôt, vous allez finir très tard. Le week-end, soit vous aurez des dossiers à rendre ou des mails à répondre parce que vous aurez été en déplacement toute la semaine. Donc c'est vraiment un investissement de tous les jours. Donc ça, il faut se fixer des limites, bien entendu, mais il faut le prendre en considération. Et à partir de là, je pense que tout est réalisable si vous avez la tête sur les épaules, que vous êtes bien accompagné, une nouvelle fois à travers des mentors, à travers des structures d'accompagnement comme la Mêlée, comme le Village Baïséa ou d'autres acteurs. Enfin, il y en a une multitude et on pourra en discuter ensemble. Voilà. Mais en tout cas, il faut avoir, je pense, la tête sur les épaules et être accompagné le mieux possible. Hugo, c'est très important la notion de gestion des risques, vraiment de bien rationaliser les coûts perçus que ça représente d'entreprendre en termes d'investissement. Hugo nous en a parlé tout à l'heure, enfin investissement financier, mais investissement bien sûr sur le temps, sur les efforts. Donc voilà, la notion de gestion des risques, elle rentre de plus en plus en compte justement quand vous avez une vie de famille en effet. Et je finirai juste sur un dernier conseil qui pour moi est extrêmement important. En France, on a une méthodologie qui, selon moi, j'engage pas forcément tous les entrepreneurs à dire ça, mais qui est de cacher son produit avant qu'il soit terminé pour pas qu'on nous le pique. Moi, j'ai la stratégie totalement opposée, c'est de se dire je préfère parler d'un produit qui n'existe même pas encore pour voir si ça intéresse le client que je pense pouvoir toucher in fine avec le produit que j'imagine pouvoir développer. Donc ça, c'est la première réflexion que je fais. Et la seconde réflexion, c'est optimiser les stratégies de réseau. C'est-à-dire que rentrer dans les écosystèmes, développez-les et faites que des acteurs publics, des acteurs privés commencent à croire en vous avant même que votre produit soit lancé. Ça demande énormément de temps. C'est ce qui est vulgairement appelé du lobbying en France. Mais c'est ce qui fait que ça va fonctionner. C'est ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui à nous écouter et on vous en remercie. Et c'est ce qui fait que depuis des années, on est souvent appelé par ce type de structure pour intervenir, des écoles aussi pour donner des retours d'expérience. Et c'est ce qui fait que derrière, on commence, alors je n'ai pas la prétention de dire qu'on est crédible, mais en tout cas qu'on commence à avoir une légitimité pour évoquer ces sujets-là devant vous aujourd'hui. Et juste pour rebondir une dernière fois, hein, parce que bon, c'est énormément de passion de répondre. Oui, exactement. On parlait de résultats, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est pas justement l'investissement financier, pour rebondir sur ce que disait Hugo, c'est votre passion, mais c'est votre savoir-faire qui va vous aider à avoir des résultats. Et c'est justement en expérimentant, en échouant, que vous allez développer votre savoir-faire, parce que vous allez vous améliorer en continu. Donc ça, voilà, c'est ce que je voulais dire, justement. Votre savoir-faire qui va vous guider. Voilà. Ok, écoutez, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que certaines personnes présentes ou alors en ligne ont des questions ? En termes de macro-tendance. Ah oui. Alors, oui, pardon. Donc la question, c'était par rapport
Enfin, c'est pas forcément une question, c'est une remarque pertinente d'ailleurs. Sur l'association entre les deux écosystèmes, le mouvement sportif et l'industrie du coup du l'e-sport. Voilà. Donc moi j'ai commencé par dire que oui, je suis d'accord qu'il fallait pouvoir les rapprocher justement ces deux écosystèmes pour qu'il puisse y avoir des passerelles. C'était un peu ce qu'avait dit Hugo, il faut qu'ils puissent coexister. Moi j'ai rebondi tout de suite sur l'impact sociétal qu'avait le e-sport aujourd'hui. Après, il y a eu des arguments aussi sur l'âge moyen de l'utilisateur en e-sport. Donc, Hugo a fourni des éléments. Maintenant, moi, j'ai fait le parallèle sur les évolutions sociétales qu'il y a eu les 20 dernières années chez le pratiquant sportif aujourd'hui qui se sédentarise, qui rentre dans le consumérisme et qui comment dire, aujourd'hui fait un peu un rejet de la compétition, la pratique. Donc, encore une fois, je n'ai pas chargé toutes les responsabilités sur l'e-sport. C'est beaucoup plus global que ça. Hein. C'est vraiment macro et c'est pas la causalité ne vient pas que du e-sport, bien au contraire. Mais par contre, il peut y avoir une problématique justement de sédentarisation justement qui peut être liée à ça aussi. Donc, j'expliquais juste que c'est important de faire coexister les deux, mais qu'il y a des enjeux de santé qui se posent aujourd'hui, qui sont de plus en plus importants dans la pratique sportive, que aussi face à ces évolutions chez le pratiquant, justement les organisations sportives qui sont, et ça je suis très engagé sur le sujet, qui sont vraiment down to top, bottom to top, et aujourd'hui n'arrivent pas à s'adapter, n'arrivent pas à adapter leur modèle face à ces évolutions sociétales chez le pratiquant. Donc il y a un impact peut-être qui aujourd'hui qu'on constate vraiment sur ces évolutions-là, qui peut venir du e-sport, mais qui peut venir aussi de l'exposition aux écrans, qui peut venir aussi de l'explosion de tous les médias, de la data, de la big data justement, puisque depuis la big data, tous les médias ont explosé, se sont diversifiés, et aujourd'hui, les gens pratiquent beaucoup moins sont beaucoup plus sur leurs écrans que sur une pratique sportive. Ça, il y a des chiffres aussi qui montrent que la pratique sportive s'est réduite les 15 dernières années. Donc, encore une fois, ce n'est pas la faute du e-sport, mais au contraire, justement, pour pouvoir éviter de charger le e-sport comme j'ai fait tout à l'heure, c'est de pouvoir justement rapprocher, d'essayer de tenter de faire coexister les deux écosystèmes. C'est ce que je voulais dire. Mais je suis rentré justement par la causalité, enfin l'impact sociétal que ça pouvait avoir chez le pratiquant. Et le fait que les organisations sportives peinent justement à s'adapter sur un nouveau modèle de pratique, justement, parce que le pratiquant a d'autres exigences qu'il y a 20 ans, qu'à la fin des années 90. Voilà ce que je disais. Juste pour continuer pour rebondir sur ce que tu viens de dire et avant de donner la parole à Hugo, effectivement, en fait, la discussion sur le e-sport, entre l'e-sport et le sport, c'est pas, en fait, c'est deux industries séparées, mais en fait, cette discussion-là n'est pas du tout la même. Les enjeux sont pas du tout les mêmes suivant les acteurs du sport et les acteurs de l'e-sport. C'est-à-dire que si vous avez une discussion sur l'e-sport avec des clubs amateurs de sport, vous n'aurez pas du tout les mêmes problématiques et les mêmes discussions que si vous allez au niveau des fédérations internationales ou des fédérations, des organisations américaines, NBA, NFL, etc. Et c'est juste que, en fait, il y a certains pays ou certains acteurs qui pourraient faire croire que en fait, l'e-sport serait réutilisé par le secteur du sport pour attirer certains profils ou certains segments de population, ou que ce serait uniquement un moyen de croissance additionnel en plus de plein d'autres technologies qui existent ou qui sont émergentes actuellement. Et en fait, je pense que vraiment au niveau international, pour le coup, avec des organisations avec lesquelles j'ai travaillé par le passé, en fait, cette discussion-là, elle n'est pas à ce niveau-là, c'est pas l'un contre l'autre, c'est vraiment comment en fait les deux peuvent coexister, sachant que les deux gardent leur spécificité sectorielle et propre en fait.
Et tout comme il y a des discussions entre l'industrie de la musique ou l'industrie du cinéma avec les clubs professionnels, les clubs amateurs et les fédérations internationales, en fait, il y a toujours eu en fait, des discussions entre les acteurs du sport à l'international et l'industrie du jeu vidéo, l'industrie du sport, l'industrie de la musique. Et en fait, la discussion avec l'e-sport, c'est aussi une discussion entre le secteur du sport et une autre industrie qui est l'industrie de l'e-sport. Mais c'est vrai que dans les médias, dans ce qu'on voit actuellement, dans ce qu'on entend actuellement, on aime quand même bien mettre les personnes les unes contre les autres. Et en fait, c'est pas forcément par cet angle-là que ça doit être abordé et que c'est abordé en fait au niveau des personnes qui prennent les décisions au niveau international. En fait. Oui. Et si je peux rebondir, par exemple, dans l'idéal, c'est que justement les clubs aujourd'hui amateurs, prennent possession de tout le potentiel qu'il y a dans l'e-sport pour pouvoir justement développer des activités dans leur club. Ça, après, encore une fois, c'est une question de régénérescence, et on va y arriver, mais de gérénescence, de gouvernance. Mais par exemple, moi, j'avais déjà eu l'idée dans mon club de basket, par exemple, d'organiser des soirées 2K pour pouvoir justement reproduire l'équipe du club dans le jeu vidéo et pouvoir justement animer ma communauté sportive en physique dans le clubhouse par exemple, faire des soirées thématiques e-sport. On peut très bien justement développer ça sous une forme d'animation club par exemple. Donc ça peut très bien être une activité que vont développer les clubs dans les prochaines années, en plus de la pratique physique au sein de leur mur. Donc voilà, il n'y a pas d'opposition à ça, hein. Bien au contraire. De toute façon, on peut prendre des exemples concrets, c'est-à-dire que, bon, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, la pandémie, la crise du Covid, c'était pas non plus la grande joie, mais je sais que tu l'as dit avec la plus grande des ironies, il n'y a aucun souci, mais on a vu justement que les principaux clubs français, tous sports confondus, ont été à l'arrêt. Et au-delà de la problématique des clubs et des coûts qui étaient associés aux clubs, on a eu finalement beaucoup de joueurs professionnels qui étaient aussi à l'arrêt d'entraînement, de compétition, etc. Et on a découvert finalement que beaucoup d'entre eux, finalement on les sacralise et on les idéalise parfois, mais c'est des gens comme vous et moi. C'est-à-dire que quand ils ont fini s'ils ont des enfants, de s'occuper de leurs enfants ou de leurs conjoints ou de leurs conjointes, ils regardent Netflix, ils regardent Amazon Prime pour donner quelques marques sans forcément en cibler une, et parfois ils jouent aux jeux vidéo. Et on en a découvert beaucoup qui consommaient du jeu vidéo, et ça a eu un effet très positif de rapprochement entre les communautés d'influence dans le secteur du jeu vidéo et de l'e-sport, mais également dans le secteur du sport. Et il y a eu l'effet assez bénéfique que des joueurs ou joueuses qui étaient totalement sacralisés sont devenus des personnes, somme toute, avec une impression un peu plus abordable, et que des gens qu'on imaginait totalement enfantins ou pas du tout correspondant à l'image qu'on voulait se faire du périmètre professionnel, finalement ont réussi à jouer ensemble et à bien s'entendre. Donc il y a eu une valorisation des deux écosystèmes par ce biais-là. Et c'est ce qui fait que de très nombreux clubs finalement ont rejoint l'écosystème de l'e-sport. Je parle de clubs de sport qui s'y sont penchés, et l'e-sport aussi a joué le jeu. Je prends un exemple concret au sein de l'agence. On a créé un événement qui s'appelait le Lockdown Heroes Challenge, qui était un événement caritatif. L'objectif était simple, on était en relation avec Epic Games qui gère le jeu Fortnite, le Battle Royale le plus joué au monde. Et en fait, on a eu 3 serveurs privés. On s'est dit, on va faire un événement caritatif. On était en lien avec les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France et Petits Frères des Pauvres. On s'est dit, on va faire un événement caritatif en ligne avec quelques influenceurs. On avait beaucoup d'influenceurs forcément issus du milieu du jeu vidéo et de l'e-sport. Et on s'est dit, on va essayer d'inviter quelques sportifs connus qui, on le sait, consomment du jeu vidéo. En une semaine, on avait l'objectif d'avoir 3 parrains, on en a eu 33.
venant d'à peu près tous les clubs de top 14. On a eu 2 équipes d'ailleurs du Stade Toulousain. On a eu voilà, des très très belles réussites avec Andrew LBC en basket, avec Dikamem en handball qui joue au FC Barcelone. Enfin, voilà. Et on a réussi à fédérer finalement 300 personnes de ces univers-là au total, e-sport et sport, avec aussi des gens qui étaient invités. Et ça a excessivement fonctionné. En une soirée de 4 heures de live, on a réussi à générer 64 000 euros. Donc preuve que quand les 2 écosystèmes coïncident, on arrive à faire des plutôt très très belles choses. C'est bien de dire que le sport se rapproche de l'e-sport, mais c'est bien de dire l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux clubs comme MCES notamment, ou même Vitality, qui de plus en plus se rapprochent de l'écosystème traditionnel du sport. MCES, qui initialement était vraiment ciblé sur une équipe professionnelle de jeux vidéo, commence à s'atteler à organiser des formations et des stages pour des jeunes ou des moins jeunes, avec les demi-journées e-sport et des demi-journées sport, avec justement des préparateurs physiques, comme, j'ai perdu son nom, l'ancien nageur, bon ça me reviendra, qui a eu quelques petits problèmes d'ailleurs, bon, on ne va pas forcément ici atteler dessus, ou encore Maxime Péché au sein de Vitality, qui a intégré l'équipe. Même Vitality, on peut prendre un exemple clair, ça a été la première structure e-sportive française à être intégrée dans l'écosystème du Stade de France, avec un pôle de performance et d'accompagnement de joueurs, donc qui a excessivement bien marché. Donc oui, il y a des belles choses qui vont arriver et qui sont d'ores et déjà en train de s'engager. Tout à fait. Alors pour ceux qui sont en ligne, on parle de consumérisme du sport et de l'impact justement du consumérisme sur la pratique sportive. Des modèles privatifs, voilà, de salles de gymnase privées, tout simplement. Ouais. Alors oui, donc la question c'est est-ce que pour les sports qui sont en inertie vont basculer vers des modèles privés, des modèles de salles privées. Alors il faut savoir déjà que sur les gymnases privés, bon, on a encore des modèles qui sont un peu controversés. Aujourd'hui, on tend plutôt sur des modèles beaucoup moins spécialisés sur une discipline, plus sur une diversification, parce que les premiers tests qui ont été faits, par exemple, notamment avec Oops Factory, puisque moi je suis à l'initiative de Oops Factory, je leur ai cédé le nom, parce que je facturais Under Armour avec ce nom-là, et puis c'est des amis qui se sont lancés, donc je leur ai cédé le nom. Et j'ai pu observer le modèle de très près, parce que j'ai été consultant pour eux. Et la plus grande faiblesse sur les gymnases privés, c'est que de 14h à 18h, il ne se passe rien. Vous ne faites pas d'activité. Et c'est difficile d'aller chercher des cibles de comités d'entreprise, d'autres, voilà, pour pouvoir amener du business, pour pouvoir faire rentrer de l'argent, clairement. Après, ce qui aujourd'hui permet à des salles spécialisées sur une discipline de pouvoir justement amortir au moins leur fonctionnement et pérenniser leur activité, ça va être la restauration aujourd'hui. Mais on est sur des nouvelles formes de centres privés qui vont diversifier les activités. On est un peu sur le modèle de COSEC, mais privé. Après, en plus, il y a une technologie qui va permettre de pouvoir passer en multitracé à base d'éclairage LED, justement, sur les tracés. Maintenant, est-ce que les clubs vont évoluer sur ce modèle? Je ne pense pas. Je pense que par contre le consumérisme justement permet justement cette privatisation des centres, mais je pense que on va rester sur des missions d'intérêt général, d'intérêt public pour la pratique sportive de masse et notamment sur les questions de sport santé. Maintenant, l'avenir du mouvement sportif passe quand même sur un changement de statut, je pense, d'entreprise sociale, mais voilà, on va casser ce plafond de but non lucratif qui est mal interprété aujourd'hui dans les associations, parce que c'est interprété comme justement c'est une forme de plafond et il n'y a pas forcément une culture d'un exercice d'exploitation excédentaire, alors qu'on peut faire de l'excédent. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. Et donc là, il y a une régénérescence des dirigeants aujourd'hui qui permet de justement de conduire peut-être des projets un peu plus entrepreneuriaux dans le sport, et des projets de société. Donc on tend vers ça. Et par contre, le consumérisme, alors je ne vais pas dire que tu as arrêté de faire du sport parce que tu faisais des jeux vidéo, je pense que c'est parce que tu as commencé tes études.
je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a le consumérisme, certes, mais le consumérisme, il va être plutôt sur les exigences du pratiquant pour avoir justement des équipements top qualité dans des clubs amateurs, pour avoir les derniers vêtements de marque, avoir les dernières chaussettes Nike, par exemple, dans un club de football. Enfin voilà, d'avoir des équipements justement de qualité, des installations de qualité, et c'est ce qui aujourd'hui fait le beurre des gymnases privés. Par contre, voilà, aujourd'hui, il y a un fort turnover forcément à 18 ans, parce que quand on est en études supérieures aujourd'hui, il y a un manque d'aménagement encore sur les sports universitaires, et donc il y a forcément un gros turnover observé dans tous les sports, et ça, je pourrais vous présenter les stats ministériels, c'est constaté depuis des années. Donc c'est même une problématique chez les candidats présidentiels qui doivent résoudre, hein. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'engagent sur le sport universitaire. Voilà. Donc on verra s'il y a un effet Paris 2024 en termes de croissance, en termes de budget aussi pour l'État, mais il y a plein de problématiques aujourd'hui à résoudre pour devenir une nation sportive. Voilà.